cet intérêt, cette passion pour la mer, et c'est ce qui fait qu'on va partager ensemble un joli voyage avec nos deux conférenciers. Pour plonger immédiatement dans le vif du sujet, j'ai à mes côtés deux éminents professionnels de la mer. Ils exercent leur métier à terre, mais ils ont embarqué à de multiples reprises pour constater, apprendre et toujours mieux connaître cet univers. Madame Catherine Vadon, elle est docteure en océanographie, maître de conférences au Muséum national d'histoire naturelle jusqu'en septembre dernier. Elle a écrit beaucoup d'ouvrages de diffusion des connaissances sur l'océan et ses habitants, des expositions et aussi des produits multimédia. J'ai aussi à mes côtés Stéphane Offray, il est là. Il se décrit comme un artisan de la mer et du milieu maritime. Il est directeur de l'Océarium du Croisic, vice-président des Aquariums de France et membre du Crédit Maritime. Il côtoie au quotidien le monde de la pêche et en tant que croisiquais, il a vu le port de pêche du Croisic passer de 100 bateaux à 17 en quelques décennies. Et tout de suite, si vous le voulez bien, honneur aux dames, Catherine Vadon va vous entretenir de l'océan. Rien que ça. À vous, Catherine. Je vais d'abord vous proposer quelques généralités sur l'océan avant d'entrer vraiment dans notre sujet de la pêche durable. Comme l'a dit Monsieur le Gouverneur, l'océan est absolument immense. Les façons d'en parler sont innombrables. Cet océan mondial recouvre les 3/4 de la planète et sa profondeur moyenne est de 3600 mètres. Quant à son fond ultime, la Grande Fosse des Mariannes, eh bien, elle se situe à 11 km sous la surface, donc bien plus bas que les plus hautes montagnes terrestres, puisque l'Everest ne culmine qu'à seulement 8850 mètres d'altitude. L'océan, c'est 96% de toute la biosphère du globe, donc du volume offert à la vie. C'est dans ce colossal espace que la vie est apparue, il y a quelques 3,8 milliards d'années. La vie est partout présente, interactive, extrêmement diversifiée, résultat de millions d'années d'évolution. Un recensement mondial récent a répertorié donc, dans l'océan global 275 000 espèces, hormis les archées et les bactéries. Mais il est certain que grâce à l'exploration future des grands fonds, et en particulier aussi du monde des minuscules, eh bien, ce chiffre va certainement exploser. On pourrait s'attendre à 1 ou 2 millions, voire beaucoup plus d'espèces. On estime, d'autre part, que seulement 20% des fonds marins sont cartographiés. Vous voyez que, décidément, tous ces chiffres océaniques donnent un petit peu le vertige. Il faut ajouter aussi que le cycle de vie de la plupart de ces espèces demeure encore une énigme et que leurs interactions entre elles et avec le milieu sont largement méconnues. D'autre part, l'océan est un régulateur essentiel du climat. Il fonctionne comme une gigantesque machine thermique. Il piège environ 1/4 du CO2 que nous émettons chaque année et produit, par son plancton végétal, près de la moitié de l'oxygène de la planète. Alors, en plus d'être source de vie, l'océan est aussi un fabuleux réservoir de ressources pour l'humain. Des ressources d'abord biologiques, des poissons, des crustacés, des mollusques qui constituent une source d'alimentation et de protéines majeure dans le monde. Et même la principale source de protéines animales pour plus d'1 milliard d'humains, notamment dans les pays du Sud. L'océan fournit également bien d'autres richesses, en particulier les médicaments de la mer, c'est-à-dire des molécules d'intérêt thérapeutique. On en a identifié à peu près 25 000 aujourd'hui. Ce sont des antitumoraux, des antibiotiques, des antiviraux, et ils proviennent essentiellement d'animaux fixés, comme des éponges, qui fabriquent ces composés métaboliques comme armes chimiques pour leur propre défense. La découverte de la faune des sources hydrothermales volcaniques des grands fonds a montré que la vie peut s'organiser avec un cycle de vie basé sur l'énergie chimique et non solaire. Ces organismes vivent dans un environnement qui est chaud, qui est chargé en sulfure et en métaux, et donc toxique pour la plupart des autres organismes. Dans ces sources hydrothermales prolifèrent des bactéries dites de l'extrême, c'est-à-dire qui vivent dans des conditions de pression
et de températures très élevées. Elle présente un immense intérêt pour les biotechnologies et pourrait produire des composés bénéfiques à l'humanité, comme des ressources génétiques, ou conduire à des applications industrielles. L'océan renferme également de gigantesques ressources minérales dans ses grands fonds, en particulier les nodules polymétalliques, qui sont des concrétions rocheuses qu'on trouve posées sur les sédiments des plaines abyssales par 4000-6000 mètres de fond, et qui contiennent une grande variété de métaux, du manganèse, du nickel, du cuivre, autant de potentielles réserves stratégiques pour notre économie. Il y a aussi des encroûtements de sulfure, de cobalt, notamment très riches dans les eaux de la Polynésie française. Il faut rappeler que grâce à l'outre-mer, la France possède 11 millions de kilomètres carrés dans la zone économique exclusive, soit le deuxième espace maritime mondial. Alors, ces ressources vivantes de l'océan, elles se trouvent impactées par de multiples pressions exercées par l'humain. D'abord, la surexploitation des ressources vivantes. On va y revenir très largement par la suite. C'est aussi la destruction des milieux naturels, en particulier littoraux. Or, c'est sur la bande côtière et le plateau continental que la vie est la plus riche, que la biodiversité est la plus grande, avec des algues, toute leur vie associée, des zones de frayère, de nourricerie, pour quantité d'espèces qui, pour beaucoup, iront ensuite vivre en pleine mer. Or, la démographie est croissante sur le littoral, partout dans le monde, et peut-être aujourd'hui plus que jamais avec les événements sanitaires que nous traversons. Et la plupart des grandes métropoles, que ce soit Seattle, Shanghai, Hong Kong, sont installées en bord de mer, ce qui n'est pas sans poser de problème avec le milieu marin. Alors on est confronté aussi à l'océan et nous-mêmes à des pollutions multiples par les plastiques. On vit dans un monde très inquiétant de plastique, des engrais, des produits chimiques, des métaux lourds. Pour ce qui est des transports maritimes, ce sont 11 milliards de tonnes de produits, de marchandises qui sont échangés chaque année par voie maritime. Et ce chiffre incroyablement élevé conduit au problème des transferts d'espèces via les eaux de ballast des navires en particulier. Vous avez d'immenses tankers qui, par exemple, quittent Rotterdam avec 300 000 tonnes d'eau de mer à bord et qui les relarguent à destination dans le Golfe Persique. Donc ce sont des milliards de tonnes d'eau de mer qui sont transportées chaque année d'un bout à l'autre de la planète. Et on estime aujourd'hui qu'il s'échange au moins 3000 espèces différentes par jour. Alors de nouvelles mesures sont prises pour enrayer ces phénomènes, en particulier le passage aux UV des eaux de ballast, mais l'enjeu reste énorme. En Méditerranée, on compte un peu plus de 700 espèces invasives installées depuis 150 ans. Beaucoup sont venus de mer Rouge via le canal de Suez. Toutes les pêcheries de crevettes de Méditerranée orientale aujourd'hui sont basées sur des espèces qui n'existaient pas en Méditerranée il y a 50 ans. Donc on a changé d'espèce. Par exemple, la crevette, la Japonicus invasive, a entièrement remplacé la crevette caramote indigène, d'ailleurs de la même famille. Et puis il y a aussi ce climat qui se modifie. On observe une acidification de l'eau dans certaines zones océaniques. Elle impacte les animaux qui possèdent une coquille ou un squelette calcaire. Des algues du phytoplancton risquent d'être très affectées. C'est le problème du corail qui va avoir du mal donc, à faire son squelette, ou les coquillages, leurs coquilles. Alors la bonne santé de l'océan est primordiale et elle est liée de façon irrémédiable à celle de l'humanité. Pour les 7 milliards que nous sommes aujourd'hui, comme pour les 10 milliards que nous serons, selon certaines prévisions, peut-être en 2050. Alors ça, c'est pour les ressources de l'océan, mais qu'est-ce qu'il en est pour l'exploitation des ressources, Catherine ? Alors voilà, on va aborder maintenant, voilà, on a fixé ce cadre un petit peu large. Qu'en est-il maintenant, effectivement, de l'exploitation de ces ressources ? Pour commencer, faisons un petit retour rapide d'environ 10 000 ans en arrière. Durant tout ce temps qui nous sépare d'aujourd'hui, l'humanité est passée par différentes étapes, du stade chasseur-cueilleur, ensuite à l'élevage, à la domestication, des changements drastiques de nos sociétés. Mais en fait, aujourd'hui, nous sommes toujours des chasseurs-cueilleurs en milieu aquatique, contrairement à ce qui se passe en milieu terrestre avec le développement généralisé de l'agriculture.
La pêche est la dernière activité d'exploitation d'une ressource naturelle renouvelable. Pardon, je reviens en arrière. Alors pendant très longtemps, la diversité et l'abondance des poissons, la démesure des baleines, la prolifération des formes littorales ont laissé croire que l'océan abritait des réserves illimitées. Et les humains s'y sont longtemps trompés puisqu'ils n'avaient qu'à puiser dans ce vivier intarissable. Vous avez ici une mosaïque donc, de l'époque romaine qui représente l'homme au milieu même de cette ressource abondante et diversifiée. Il est vrai qu'à l'époque, les eaux devaient être extrêmement poissonneuses. Et pendant des siècles, cette image de profusion est restée une vérité établie. En 1883, un éminent naturaliste, l'anglais Thomas Huxley, qui était ami de Charles Darwin, déclare « Rien de ce que nous faisons ne peut affecter le nombre de poissons ». Diverses sommités scientifiques vont légitimer, donc encore à cette époque, l'abondance et le libre accès à la ressource. Et pourtant, les années 1860 avaient marqué un tournant vraiment décisif dans l'histoire de la pêche avec l'avènement des chalutiers à vapeur, qui a transformé la pêche en véritable industrie. Il a permis d'exploiter des fonds beaucoup plus éloignés sur le plateau continental. C'était les premiers chaluts à panneaux. Les cargaisons débarquées sont devenues absolument colossales. Je pense au Merlu dans le golfe de Gascogne. Et en Angleterre, vous voyez, dans les années 1840, on était à 130 chalutiers à vapeur. 1860, plus de 800. Donc une expansion très rapide. Alors, certains commencent d'ailleurs à s'inquiéter de ce ravage des fonds, le terme est cité à l'époque, et à s'interroger sur le devenir des ressources marines. En Europe, les pêches subissent un second bouleversement radical dans les années 1950-60. Avec la fin de la voile, les bateaux de pêche s'équipent de moteurs, le nylon et les matières plastiques remplacent le coton, le châtaignier des filets et des casiers. On utilise des radars, des sonars pour détecter les bancs de poissons. En 1950 se tient la conférence dite de Rome. C'est un petit peu technique, mais c'est vraiment une époque fondamentale qui marque un tournant décisif dans la gestion des ressources marines. Des données scientifiques commencent à quantifier la relation entre les pêches et l'abondance des stocks de poissons. On explique que si on augmente l'effort de pêche, on va arriver à capturer un maximum de poissons et qu'après, la ressource diminuera. C'est la naissance de ce qu'on appelle le rendement maximal durable qui permet de maintenir l'activité de pêche dans la durée. Et c'est à partir de cet indicateur qu'on va désormais gérer les pêcheries. Et donc cet indicateur, il a servi à légitimer une globalisation des pêches par le fait que tant que ce niveau maximal durable n'est pas atteint, eh bien, on n'a pas de limite à l'exploitation. C'est comme ça qu'on est arrivé au premier quota de pêche. Un graphique, mais je vous promets, il n'y en aura pas beaucoup. Voilà un graphique donc, de la FAO, de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Vous voyez à vertical la consommation de poissons et en horizontal les années 1950 à aujourd'hui. Les petites barres verticales représentent la consommation individuelle moyenne en poissons par habitant, donc entre 1950 et aujourd'hui. Notre appétit pour les poissons est devenu considérable. Dans les années 50, un terrien mangeait en moyenne 3 kg de poissons. Aujourd'hui, on atteint au niveau mondial, évidemment avec beaucoup de disparités, les 20 kg par habitant et peut-être même 30-35 en France. Donc tout ça a multiplié par le nombre d'habitants qui a considérablement augmenté. Et donc cette pression énorme fait qu'on doit toujours produire plus de poissons. Et la FAO s'inquiète d'ailleurs de cette tendance à la hausse de cette courbe. Voilà la courbe des pêches maritimes mondiales depuis les années 50. Vous avez en bleu les captures par tonnage et vous avez l'effort de pêche en rouge. Et vous voyez qu'on voit cet effort de pêche qui s'accroît de plus en plus. Et les deux courbes progressent ensemble jusqu'à en fait, se rejoindre. Donc dans les années 50, les captures mondiales, c'est à peu près 15 millions de tonnes. En 20 ans, elles vont plus que tripler grâce à l'amélioration de la technologie, des engins de pêche, la multiplication du nombre de bateaux. Et à la fin des années 80, les captures mondiales atteignent 70-80 millions de tonnes. Et depuis, les débarquements stagnent.
On a atteint ce qu'on appelle, on ne débarque pas plus de poissons depuis 30 ans, alors que l'effort de pêche augmente. On a atteint ce qu'on appelle le peak fish, c'est-à-dire que la production maximale de poissons collectés. Et ceci, malgré un effort de pêche croissant, malgré des bateaux plus puissants, plus de consommation de fuel, malgré le fait d'aller plus loin ou de passer plus de temps en mer, malgré des moyens de détection toujours améliorés. Malgré tout cela, nous ne pêchons pas plus. Donc il y a bien un problème de surexploitation. Alors, en plus de ces tonnages officiellement débarqués, s'ajoutent d'autres prélèvements sur la ressource, en particulier les pêches dites accessoires. C'est-à-dire qu'une partie des animaux capturés, par exemple, par un filet ou par un chalut, ne correspondent pas aux espèces ciblées, ou elles sont trop jeunes ou trop petites, et donc sont rejetées en mer, morts ou presque morts. Et donc ces prises accessoires sont très dévastatrices, on les estime à 30 millions de tonnes par an. On arrive donc à une surexploitation des ressources. Aujourd'hui, la FAO estime que 80% des stocks de poissons pêchés dans le monde sont considérés comme pleinement exploités, voire surexploités. Alors c'est sûr que si on continue à piocher dans cette ressource comme sur un compte en banque où on ne ferait que retirer de l'argent sans jamais le créditer, c'est sûr que le système va arriver à sa fin. Or, ce sont plus de 800 millions de personnes dans le monde qui dépendent de la pêche comme moyen de subsistance. Alors, des quantités phénoménales de poissons sont sorties de l'eau du fait d'énormes navires-usines qui peuvent mesurer 200 mètres de long, ces véritables monstres marins. Le bateau, il ne fait pas que pêcher, mais il traite aussi le poisson à bord. Il dépèce, il met en filet, il fait du poisson pané, du surimi, congèle le poisson directement. Vous voyez cette image d'un super chalutier capable en fait, de contenir 13 jumbo jets. C'est une image que je trouve très parlante, qui met vraiment, je veux dire, de la réalité sur des termes qu'on peut employer de façon un petit peu imprécise. Une dizaine de grands types de pêche industrielle dans le monde. Ce qui est très peu par rapport à l'immense diversité des pêches artisanales côtières, bien sûr, mais elles sont extrêmement efficaces. Alors, il y a les palangres, les longliners, qui sont utilisés beaucoup pour le thon et l'espadon. Ce sont d'immenses lignes d'hameçons appâtées qui sont immergées dans la colonne d'eau à plusieurs centaines de mètres de profondeur ou posées sur le fond. On a une balise radio qui est fixée sur la ligne pour que le navire puisse le suivre. Et c'est des lignes qui peuvent mesurer 10, 100 km de long. Les filets maillants, alors ils sont soit laissés dériver en surface, soit calés au fond. Là aussi, peuvent mesurer des dizaines de kilomètres. Le problème, c'est qu'ils capturent des espèces ciblées et non ciblées. On a aussi les seines, d'immenses filets qui encerclent les bancs de poissons. Les filets sont ensuite fermés par le bas par un système de coulis, c'est le principe de la bolinche. Ils sont utilisés au large pour la pêche du thon tropical. Fournit un poisson de très bonne qualité, mais les seines peuvent être extrêmement destructrices quand elles sont utilisées en même temps que certains dispositifs, qui sont les dispositifs de concentration de poissons. En haute mer, les poissons sont attirés naturellement par des objets flottants, sans doute pour se protéger des prédateurs, puisqu'il n'y a pas d'abri en haute mer. Et cette habitude des poissons, elle est exploitée depuis très longtemps par les pêcheurs dans le Pacifique. Et aujourd'hui, ce principe, il est utilisé par la pêche industrielle pour pêcher des thons, des requins, des mahi-mahi, des coryphènes. Donc on installe sur un grand radeau une balise, système GPS qui permet de le localiser. Et quand le bateau arrive, bien, il encercle avec son immense filet tout ce qui s'est agglutiné sous le radeau. Et malheureusement, avec beaucoup de juvéniles qui sont pris dans la masse. Alors je voudrais vous donner 2 exemples historiques de surexploitation, avec dans les pires cas un système qui peut s'effondrer brutalement, comme ça a été le cas pour les morues de Terre-Neuve. Les eaux de Terre-Neuve, au large du Canada, abritaient de colossales populations de morues. C'était l'une des zones de pêche les plus riches au monde. Pierre Loti, dans Pêcheurs d'Islande, avait magnifiquement décrit cette pêche qui se pratiquait à la ligne. En Bretagne, au Pays Basque, pendant des générations, on vivait de la morue. Or, sur 5 siècles d'exploitation, jamais les stocks n'ont été mis en danger. Or, dans les années 60, des chalutiers de fond ont commencé à exploiter la partie profonde de la zone, entre
1988 et 92, quelques chalutiers industriels, pas beaucoup, 5 maximum, ont fait effondrer les stocks de morue de Terre-Neuve qui ne se sont toujours pas reconstitués. Sa place, là aussi, a été prise par d'autres espèces. Des dizaines de milliers de pêcheurs, de salariés des usines de transformation se sont retrouvés évidemment en difficultés économiques extrêmes. Un autre exemple, c'est celui du thon rouge de Méditerranée. Il y a quelques années en Méditerranée, on partait avec le thon rouge exactement sur le même schéma que pour la morue de Terre-Neuve. C'est-à-dire que les populations étaient à leur plus bas niveau historique. Entre 2007 et 2013, s'est menée une très forte bataille. Il faut savoir que le Japon consomme l'essentiel des thons rouges pêchés dans le monde, notamment sous forme de sushi. Et en 2007, c'était le sommet absolument de l'horreur, on peut dire. On pouvait raisonnablement pêcher 15 000 tonnes en Méditerranée, or on était monté à 67 000 tonnes. Ce qui représente une fortune absolument considérable. En 2013, un thon rouge de 220 kg a été vendu au prix record de plus d'1 million d'euros. Ça nous paraît inconcevable. Là, ce ne sont plus des pêcheurs qui vont les pêcher, mais ce sont les yakuza japonais, c'est le crime organisé qui les pêche. Là, on est à peu près au même niveau que le marché de la drogue. Les seineurs océaniques ont été arrêtés en 2013. Le prince Albert de Monaco avait fait une demande pour l'inscription du thon rouge à l'annexe 1 de la CITES pour interdire tout commerce international. Donc il y a eu une vraie volonté politique, et ce qui a fait très peur aux pays pêcheurs. Et il y a eu mise en place d'un plan de rétablissement du thon pour interdire tout commerce international. Il y a eu aussi mise en place d'un plan de rétablissement du thon avec des quotas très faibles et qui a permis à la ressource de se reconstituer. Et maintenant, on en voit les effets puisque le thon rouge revient en Méditerranée, mais tout ça reste très fragile. Ce qui montre que la résilience peut être rapide, ça c'est rassurant. Mais faut-il qu'il reste encore suffisamment de poissons, qu'on mette des mesures contraignantes en place et qu'on s'assure que ces mesures soient respectées. Alors, après, la Méditerranée, elle est bien petite en surface par rapport à l'immensité de l'océan. Vous voyez ici une criée au thon à Tokyo, avec ces grosses bêtes qui sont là congelées, je pense. Et puis ici, le patron d'une chaîne de restaurants japonais qui pose avec un thon de 212 kilos qu'il a acheté 600 000 euros. Alors certaines espèces souffrent particulièrement de demandes commerciales ciblées. C'est le cas des requins. Pour la très chère soupe aux ailerons, qui est très appréciée des Chinois pour ses prétendues propriétés médicinales. Alors un aileron, c'est 4% simplement du poids du requin. Et une fois dépecé de ces ailerons, eh bien le requin, mort ou pas, est remis à l'eau. Les crabes s'en occuperont ensuite. Alors les prix de ces ailerons restent encore très élevés. Et on a maintenant de plus en plus recours d'ailleurs aux tests ADN pour identifier l'espèce de requin qui correspondent aux ailerons qui sont débarqués ou commercialisés, comme ici dans cette boutique de Shanghai. Alors d'autres poissons sont tués pour d'autres parties de leur corps. Les poissons totoaba, ils sont tués pour leur vessie natatoire. C'est une petite poche gonflée d'air qui permet aux poissons de flotter. Et les totoaba, ce sont des gros poissons qui vivent dans les eaux du golfe de Californie. Et la flotte chinoise s'est concentrée sur leur pêche et l'espèce est maintenant en voie de disparition. Et ces vessies natatoires sont très prisées en Asie, et pareil pour les mêmes prétendues propriétés. Elles peuvent se vendre 4 000 $ pièce. Alors, cette surexploitation actuelle, elle vient aussi du fait que depuis quelques décennies, la pêche suit un processus d'expansion en 3 dimensions et que ces 3 expansions touchent en fait à leur fin. Une expansion géographique vers l'Atlantique Sud, le Pacifique Sud, le monde est couvert par la pêche aujourd'hui. Expansion en profondeur, on va vers des profondeurs plus grandes, jusqu'à 2000 mètres, ces profondeurs sont atteintes. Expansion vers des espèces qu'on n'exploitait pas jusqu'ici, d'autres espèces donc, vont probablement arriver sur le marché mondial. Alors certaines flottes de pêche industrielle se sont tournées vers les grands fonds pour trouver la ressource qui s'amenuisait sur le plateau continental. Ça a démarré à la fin des années 70, un moment où les grands fonds étaient encore très peu connus du monde scientifique.
un moment aussi où les aides publiques à la modernisation des flottes de pêche et à la construction des navires étaient florissantes. Et ce sont à peu près 300 chalutiers de ce type qui pêchent à travers le monde. Donc ils utilisent d'immenses chaluts, très lourdement lestés, qui raclent le fond. Alors travailler par 2000 mètres de profondeur, ça implique des équipements extrêmement spécialisés, des treuils hyper puissants, des longueurs de câblage gigantesques, des sondeurs multifaisceaux qui renseignent sur le relief, etc. À part quelques espèces ciblées, eh bien, à forte valeur commerciale, toutes les prises de ces grands chalutiers profonds sont rejetées à la mer. Alors les quelques espèces ciblées, c'est par exemple le sabre noir, le grenadier de roche, la lingue bleue. C'est des poissons qui vivent entre 400 et 2500 mètres de profondeur ou plus. Et le caractéristique, c'est qu'ils vivent dans des eaux très froides et qui vivent au ralenti. Donc ils ont une croissance très lente, ils ont une grande longévité et une maturité tardive, ce qui les rend évidemment très vulnérables à la surexploitation. Depuis 2017, le chalutage profond est interdit en Europe au-delà de 800 mètres de profondeur, mais il continue d'être pratiqué au niveau international. Alors ces chalutages profonds ont lieu le long de la pente continentale, mais aussi sur les monts sous-marins. Alors les monts sous-marins, ou ce qu'on appelle les seamounts, ce sont d'anciens volcans qui s'élèvent à plus de 1000 mètres au-dessus du fond, qui culminent à quelques centaines de mètres sous la surface. Ils sont balayés par des courants très forts. Et donc ils sont balayés par de forts courants et ils concentrent une grande variété d'espèces, dont de nombreux poissons. Et ils sont d'ailleurs classés parmi les points chauds, les hotspots de la biodiversité, c'est-à-dire à la fois riches en espèces, mais aussi très menacés. Et ces immenses chaluts, sur les pentes donc des seamounts, détruisent de façon drastique la faune marine fixée, et en particulier leur magnifique massif de coraux d'eau froide. Il n'y a pas que des coraux uniquement en zone tropicale, il y en a aussi donc, en profondeur. Ce sont des colonies très fragiles, à croissance lente, qui abritent toute une faune associée. Ces coraux font partie du patrimoine naturel mondial de l'humanité. On a découvert d'ailleurs qu'ils contiennent des molécules à intérêt thérapeutique. Or, certains de ces massifs sont détruits avant même d'être inventoriés. Alors le problème général de la protection de la faune profonde, c'est qu'en fait on ne la voit pas en direct, ou seulement via quelques photos ou vidéos. Et c'est plus difficile pour l'opinion de se mobiliser sur quelque chose qu'on ne peut pas en fait, observer soi-même. Au début des années 1980, les pêcheurs néo-zélandais et australiens ont découvert des quantités phénoménales de poissons empereurs sur les pentes de monts sous-marins pacifiques. Or, les biologistes ne connaissaient à peine l'espèce. Ce poisson a une extraordinaire longévité, il vit 150 ans. Et son cycle de reproduction est extrêmement lent, puisqu'une femelle est mature à l'âge de 30 ans. Et ce poisson est symptomatique de l'exploitation d'une espèce qui est à la fois sans connaissance scientifique préalable et sans souci de préservation. Alors, il y a maintenant heureusement des interdictions de pêche pour lui, mais c'est le problème de beaucoup de ces pêches profondes qui se sont développées bien avant les connaissances scientifiques. Alors quelques mots du krill en Antarctique. Le krill, ce sont des petites crevettes qui font une douzaine de centimètres et qui vivent en essaim très 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 abondant dans les eaux froides de l'Antarctique, en Arctique également. Et le krill est mangé par toutes sortes d'animaux, des baleines à fanon, des oiseaux de mer, des calmars, des phoques, des poissons, etc. En fait, le krill soutient toute la chaîne alimentaire en Antarctique. Et on a de la pêche industrielle qui se développe depuis quelques années, surtout avec des navires norvégiens et russes, et qui récupèrent en fait toutes ces petites crevettes par des systèmes d'aspiration très puissantes. Alors pourquoi le krill est si recherché? Eh bien parce qu'on en extrait de l'huile qui contient des oméga 3 et des antioxydants qui seraient le remède miracle contre trop de pression artérielle ou trop de cholestérol ou encore contre l'arthrose. Et cette huile est devenue un produit haut de gamme qui devient de plus en plus populaire. Par contre, on se demande le devenir de cette pêche, puisqu'une surexploitation serait dramatique pour tout l'équilibre de la vie antarctique.
Alors, un fléau, on peut dire, de l'océan aujourd'hui, ce sont les pêches pirates, c'est-à-dire les pêches dites illicites, non déclarées, non réglementées. Quelques chiffres. On était donc tout à l'heure à 80 millions de tonnes de pêche mondiale officiellement débarquées. On a rajouté 30 millions de tonnes accessoires. Or, la pêche pirate illégale, donc c'est un problème mondial qui est estimé à 26 millions de tonnes par an. Vous voyez, si on rajoute les pêcheries artisanales, on n'a pas beaucoup d'informations sur ces pêcheries, mais on peut les estimer, disons, un total qui nous amène à 130 millions de tonnes par an réellement pêchées dans l'océan. C'est évidemment une estimation. Alors, la pêche illégale constitue une concurrence déloyale à l'encontre des pêcheurs qui, eux, respectent les législations. Elle est pratiquée en haute mer, mais parfois aussi dans les eaux côtières. Le propriétaire du bateau est ressortissant d'un pays différent de celui dont le bateau porte le pavillon. Cela permet à des armateurs peu scrupuleux d'immatriculer leurs bateaux dans des pays dans lesquels la réglementation des pêches est quasi inexistante. Et c'est le problème de beaucoup de pays en voie de développement qui ne sont pas en mesure d'assurer la surveillance de leurs eaux. Alors la maxime qui régit l'océan, elle est simple, vous ne pouvez pas contrôler ce que vous ne pouvez pas patrouiller. Ces bateaux pirates pillent les ressources au maximum, pour la plupart avec des engins de pêche destructifs qui détériorent considérablement les écosystèmes. Ils compromettent tous les efforts déployés pour gérer les stocks et ils entraînent une perte d'emploi, de ressources financières et alimentaires pour les pêcheurs qui respectent la réglementation. Ça représente un manque à gagner énorme qui se chiffre par milliards de dollars dans le monde. Alors, un exemple d'espèce très convoitée et piratée, c'est la légine antarctique. C'est un gros poisson qui est endémique, qui ne vit qu'en Antarctique, qui intéresse beaucoup la médecine, parce que son cœur bat très très lentement, et c'est une lenteur qui pourrait être utile en chirurgie cardiaque. Il contient aussi une protéine antigel dans son sang, et puis sa chair est très recherchée, puisque c'est l'une des plus chères du monde. Et ce poisson est sujet à un braconnage organisé en haute mer. À la fin des années 90, en Antarctique, la pêche illégale de la légine représentait 3/4 des captures. En plus, quand les braconniers sont surpris en train de pêcher de façon illégale, ils coupent leurs filets, ils les laissent dériver. Ce sont les filets fantômes qui continuent à pêcher tout seuls pendant des mois, des années. Mais la situation s'est plutôt améliorée aujourd'hui, et notamment du fait de mesures mises en place par les terres australes et antarctiques françaises sur les zones économiques exclusives autour de Crozet et de Kerguelen. Petite parenthèse, d'ailleurs, ces bateaux français des TAF, sur ces bateaux, eh bien, des modifications drastiques des techniques de pêche ont été apportées pour réduire la mortalité accidentelle des oiseaux de mer qui se prennent en surface sur les hameçons des palangres. Donc on a par exemple des lignes qui sont lestées pour les faire couler plus vite, des rejets de déchets uniquement lorsque le bateau fait route, ce qui limite l'attrait du navire, etc. Malheureusement, ça reste un problème majeur dans les eaux internationales où les bateaux pêchent sans aucune précaution. Alors plusieurs moyens sont mis en œuvre contre la pêche illégale et en particulier la surveillance satellite. On a développé des technologies qui permettent de suivre chaque bateau jusqu'au port où il va décharger sa cargaison. Les analystes croisent des milliards de données qui sont remises à jour sans cesse en utilisant en particulier les émissions AIS, c'est-à-dire le système d'identification automatique que les bateaux utilisent pour éviter les collisions. Et ces données sont croisées avec celles des organisations régionales de gestion des pêches des États. Et donc on arrive à peu près, au moins pour certains d'entre eux, à savoir si tel navire a le droit de pêcher à tel moment sur une certaine zone. Mais une grosse difficulté dans la lutte contre la pêche illégale, c'est le transbordement de la pêche en mer. Les bateaux de pêche peuvent allonger leur temps en mer de plusieurs mois, voire d'une année plus, en faisant du transbordement de pêche et de carburant avec d'autres navires. C'est un problème redoutable, beaucoup plus difficile à traiter. Et c'est une façon aussi de mélanger des poissons illégaux avec des poissons légaux, de façon à les écouler sur les marchés mondiaux. Juste une petite parenthèse, des chercheurs du laboratoire de Chizé, d'ailleurs, utilisent des albatros pour aider à détecter les pêches illégales dans le sud de l'océan Indien, près des îles françaises.
L'albatros, il vole sur des centaines de kilomètres par jour. Il est attiré par les bateaux de pêche à des kilomètres de distance. Et donc, on les équipe d'un petit détecteur de radar miniaturisé. Et donc, même si les pêcheurs illégaux ne sont pas équipés d'AIS, eh bien, ils ont toujours besoin d'un radar pour naviguer. Et lorsqu'un albatros s'approche d'un bateau, sa balise détecte le signal radar émis et indique, via un satellite, sa position aux scientifiques. Alors récemment, si je ne me trompe pas, en octobre dernier, une flotte de plus de 300 bateaux de pêche chinois s'est positionnée à la limite de la réserve marine des Galapagos. Site protégé pour sa biodiversité unique. Pardon, je crois que je vais revenir en arrière. Voilà. Donc un site bien sûr protégé pour sa extraordinaire biodiversité et site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc ces bateaux sont absolument gigantesques. Voilà l'un d'eux, et en fait ils pêchent le calmar pour beaucoup. Je vous mets un petit schéma. En fait, ils sont équipés de grosses lignes tout le long de leur bord, de chaque côté. Et ils utilisent des gros tourniquets ovales qui vont en permanence, de façon continue, faire monter et descendre ces lignes pour attirer les calmars. À un rythme absolument infernal. Et vous voyez à quoi ressemblent ces gros bateaux la nuit, donc avec leurs lampes très puissantes. Ces énormes navires sont capables de rester en mer pendant des mois. Ils sont accompagnés de navires frigorifiques qui ont d'énormes cales de congélation et qui transbordent leurs prises, tout en réapprovisionnant les navires de pêche en nourriture, en eau, en carburant, en équipage. Alors, il faut savoir que la Chine est le premier exportateur mondial de produits de la mer. Et sa population représente plus d'un tiers de la consommation mondiale de poissons. Sa flotte de pêche de haute mer pourrait compter, c'est vraiment une estimation, 17 000 navires, contre moins de 300 pour les États-Unis. Alors, on va maintenant, je vais vous parler de l'aquaculture, mais avant, je voudrais vous parler d'un sujet, les poissons fourrages, qui sont directement concernés par l'aquaculture. Alors, la pêche des poissons fourrages, c'est la pêche minotière. Donc, c'est une pêche industrielle intensive de petits poissons fourrages, des anchois, des spras, des harengs, qui sont moulus en farine de poisson pour fournir un supplément granulé riche en protéines destiné aux poissons d'aquaculture. Mais pour l'élevage de poissons carnivores, comme le saumon, ou à l'élevage des porcs et des volailles, et aussi parfois des aliments pour chats et pour chiens. La production, elle s'élève à 30% des prises mondiales. Elle est beaucoup pratiquée au Chili, au Pérou, en Afrique. Et cette surpêche des poissons fourrages provoque des déséquilibres en cascade dans les chaînes alimentaires et transforme les écosystèmes marins. Voilà un exemple. Au large de la côte de la Namibie, il y a des remontées d'eau froide, ce qu'on appelle les upwellings, où se développaient des quantités phénoménales de sardines. Leur surexploitation plutôt, a provoqué un effondrement spectaculaire des populations de sardines. On est passé en 1960 de 1,5 million de tonnes à plus rien du tout dans les années 90. Alors voilà ce qui se passe. Vous avez une chaîne alimentaire, vous surpêchez des sardines. Quand il n'y en a plus, vous effondrez les populations d'oiseaux de mer. Vous effondrez aussi les populations de baleines et de phoques. Et vous effondrez aussi les populations de poissons qui mangent des sardines, dont des espèces qui sont très intéressantes pour les pêcheurs. Un espadon, un grand thon, rapporte bien plus que des sardines. Le zooplancton, qui n'est plus mangé par les sardines, le plancton animal, il n'est plus mangé par les sardines, il se met à proliférer. Et comme il y en a beaucoup, voilà, il prolifère. Et comme il y en a beaucoup, il mange tout le phytoplancton, le plancton végétal. Et la vie est anéantie. Voilà comment, en surpêchant dans certaines régions du monde, on contribue localement à changer le climat, en réduisant la capacité de l'océan à stocker le CO2 par le phytoplancton. C'est comme supprimer des forêts tropicales, le principe est le même.
Alors, dans les zones où il y a surpêche de petits poissons pélagiques, sardines, anchois, il se produit souvent une prolifération de méduses. Ces poissons se nourrissent de plancton, y compris de larves de méduses. Donc, quand ils disparaissent, ils ne régulent plus les populations de méduses qui se mettent à proliférer. Et ce phénomène de boom de méduses est observé dans le monde entier. Voilà ce que ça donne, par exemple, une pêche récupérée, voilà, où il n'y a plus aucun poisson, plus aucun autre organisme que des méduses. Catherine, vous avez mentionné le nom de climat. Est-ce que le changement climatique peut influencer sur les pêcheries actuelles? Oui, Christophe, ça c'est vraiment une grande et très importante question. Le changement climatique va effectivement considérablement modifier les pêcheries actuelles. Et dès à présent, certains impacts sont observés dans la répartition des espèces et en particulier la migration de certaines populations de poissons. On observe que certaines, on va dire populations de poissons, des régions intertropicales migrent vers les pôles, ce qui pose évidemment la question de disparition possible de pêcheries localement. Alors, par exemple, au large du Sénégal, les sardinelles, c'est des petits poissons qui étaient, ou qui sont encore, mais qui étaient extrêmement abondants au large du Sénégal. En ce moment, les sardinelles commencent à remonter vers la Mauritanie. Et donc, quand elles seront en Mauritanie, les Sénégalais ne pourront plus les pêcher. Et donc, on va assister à des changements de la nature des pêcheries et des quantités. Alors, d'autre part, des phénomènes climatiques locaux peuvent mettre en péril des pêches sur une toute autre partie du monde. Vous allez me dire, mais comment c'est possible? Je m'en explique. Les phénomènes climatiques au Pérou mettent en péril la pêche, la sécurité alimentaire au Sénégal. Au Pérou, on pêche beaucoup d'anchois. C'est la plus grosse pêcherie du monde. On est à 10 millions de tonnes pêchées chaque année, intégralement rachetées par la Chine, qui les transforme en farine de poisson. Or, depuis quelques années, on assiste à des événements extrêmes au Pérou, avec des phénomènes climatiques El Niño qui ont tendance à se répéter plus fréquemment. Et donc, ça déstabilise la production. Et les Chinois se sont déplacés pour acheter ailleurs, dans des zones moins productives. Et les Chinois ont construit 40 usines de transformation de poissons durant ces 5 dernières années entre la Mauritanie et le Sénégal. Ce qui est en train de créer une insécurité alimentaire au Sénégal, parce que les Sénégalais ne vont plus avoir accès à leurs ressources qu'ils ont, au moins pour l'instant, devant chez eux, c'est-à-dire les sardinelles, qui alimentent le Sénégal. Or, c'est la seule production qui reste en termes d'espèces pour les habitants, parce que le poisson est racheté puis exporté pour l'aquaculture. Alors, si on en arrive donc à l'aquaculture, on peut se demander, est-ce que c'est une solution alternative à la pêche? Alors, elle s'est beaucoup développée et aujourd'hui, elle représente exactement la même chose que la pêche en production. Elle fournit la moitié du poisson destiné à la consommation humaine dans le monde. Mais aujourd'hui, l'aquaculture est concentrée sur quelques dizaines de poissons carnivores, comme le saumon ou le bar, qui sont d'ailleurs les espèces les plus appréciées du consommateur. La pêche, c'est à peu près 3000 espèces exploitées, par comparaison. Alors, le problème de ces poissons d'élevage, c'est qu'il faut les nourrir. Et il faut 4 à 6 kilos de poissons d'élevage pour produire 1 kilo de saumon d'élevage. Sauvage, pardon. Poisson sauvage pour produire 1 kilo de saumon d'élevage. Ce qui veut dire que ce n'est pas une bonne solution, puisque ça augmente la surexploitation des stocks marins. En plus, c'est une industrie très polluante qui utilise beaucoup de produits chimiques, d'antibiotiques pour soigner les poissons qui sont malades à cause souvent de la densité des individus dans les bassins. L'aquaculture offshore est actuellement en plein développement. Ce sont des fermes d'élevage en haute mer où les courants océaniques sont plus forts que dans les eaux côtières. Les déchets sont emportés, dilués. Restent toutefois les problèmes persistants des antibiotiques et de l'échappement des poissons d'élevage qui propagent des maladies chez les poissons sauvages. Alors, une des solutions résiderait sans doute dans un système qui ferait du poisson juvénile. Le poisson serait produit pendant un certain temps, puis libéré dans l'océan et offert aux pêcheurs. Ça marche très bien pour certains systèmes en Asie et en Amérique du Nord. 50% des mangroves mondiales sont aujourd'hui anéanties
que ce soit en Honduras, en Thaïlande, en Chine, au Vietnam. Ce sont ces forêts de palétuviers, donc sont remplacées par des stations d'aquaculture. Or, ces forêts de palétuviers tiennent un rôle capital du fait de leur biodiversité très riche et également dans le rôle pour la protection des côtes contre l'érosion. Et de ces mangroves transformées pour l'aquaculture nous arrivent ces crevettes qui nous arrivent donc recolorées et sous plastique qui envahissent, on peut le dire, nos rayons de supermarché. Alors l'aquaculture, oui, mais sûrement pas n'importe laquelle. Par contre, l'aquaculture des algues, 27 millions de tonnes par an, ça c'est vraiment certainement une voie d'avenir. Alors pour synthétiser, nous nous trouvons aujourd'hui face à un enjeu sans précédent, peut-être à un point de bascule pour l'humanité. Pourquoi ? Parce qu'on peut se demander si on ne s'approche pas d'un point de limite. Limite de la ressource, limite de nos techniques, mais aussi limite de notre capacité d'humain à nous projeter dans un futur intelligent et durable. Et face à l'océan et à ses ressources, l'humanité a des questions redoutables à gérer très rapidement. On a parlé de cette pêche illégale, qui a lieu en partie en haute mer. On a compris qu'elle met gravement en danger des ressources des humains. Mais en fait, à qui appartiennent les ressources de la haute mer ? La haute mer, elle regroupe l'ensemble des zones marines qui n'appartiennent à aucun État. Donc on pourrait dire à tout le monde et à personne. Or, elle concerne 60% de la surface de la planète. Et aucun État ne peut y revendiquer sa souveraineté au-delà des zones économiques exclusives. Aujourd'hui, par exemple, rien ne permet de créer des aires marines protégées en haute mer. Chaque État peut créer des espaces marins protégés dans ses eaux. Alors cet immense espace marin est très riche en biodiversité, on le sait maintenant, tant dans la colonne d'eau que sur le fond, et il est soumis aux convoitises croissantes de ses ressources alimentaires, génétiques et minérales. Et bientôt, le monde entier voudra sa part d'océan. Et ce sont ces conflits qu'il s'agit d'anticiper. Et qu'en sera-t-il avec les progrès de la technologie et la croissance démographique ? C'est l'objet du futur traité international sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité en haute mer sous l'égide de l'ONU. Il y a aussi l'autorité internationale des fonds marins qui a en charge la sauvegarde donc, de ces fonds marins, qui a déclaré le fonds de l'océan patrimoine commun de l'humanité et donc l'impossibilité de s'en approprier les richesses hormis des permis d'exploitation minière et d'exploitation qu'elle délivre. Mais quels seront les impacts de ces exploitations futures sur l'environnement et la résilience de ces sites et sur les pêches ? La gestion des ressources marines a longtemps été conduite espèce par espèce, stock par stock. C'est-à-dire qu'on gère un stock de sardines ou de morues sans tenir compte ni des interactions avec les autres espèces, ni des impacts sur les habitats marins. Et comme on l'a vu, les sardines sont importantes pour la pêche, mais aussi pour les prédateurs ou les oiseaux marins qui vivent dans le même écosystème. Il devient donc urgent de raisonner à l'échelle des écosystèmes. D'où le développement d'une démarche dite écosystémique pour une réconciliation de la conservation et de l'exploitation, ce qui permettrait de maintenir les pêcheries sur le long terme. Et là, c'est un véritable défi mondial qui ne fait que commencer, mais qui change complètement nos relations avec la nature. Or, les scientifiques sont aujourd'hui de plus en plus capables de fournir des indicateurs pour mettre en œuvre cette approche écosystémique. Alors, que vont devenir ces écosystèmes marins dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, dans un contexte de changement global ? En 2015, les 193 États membres de l'ONU ont adopté le programme de développement durable à l'horizon 2030, c'est l'agenda 2030. Et il est fait de 17 objectifs sur la faim dans le monde, sur la pauvreté et sur l'océan. Les experts des Nations Unies expliquent notamment qu'il faut davantage insister sur les liens entre les différents objectifs, ces 17 objectifs de développement durable, c'est-à-dire les antagonismes ou les synergies, plutôt que de travailler dans un secteur particulier. Et donc, ce qui veut dire qu'on ne pourra plus parler de la pêche sans traiter aussi le climat, mais aussi le problème des inégalités, de la pauvreté ou de la faim. Il s'agit aussi de promouvoir la recherche scientifique
en croisant les objectifs de développement durable. C'est ce qu'on appelle la science de la durabilité, davantage pluridisciplinaire qu'aujourd'hui. La 15e réunion de la Convention de l'ONU sur la biodiversité biologique se déroulera au mois d'octobre en Chine. Les Nations Unies espèrent notamment que les États membres signeront un accord sur les 30% d'ici 2030, c'est-à-dire de consacrer 30% de l'océan à des réserves marines protégées d'ici 2030. L'objectif est utopique, sans doute, mais il a l'avantage de tendre vers un horizon, de développer une vision un peu structurée de l'avenir, et ça, c'est extrêmement important. Alors, espérons que les discussions entre États donneront des signaux positifs d'une meilleure prise de conscience mondiale. Il y a là d'énormes enjeux économiques, sociaux, géopolitiques, environnementaux. Des signaux aussi sur l'obligation des efforts à effectuer pour une amélioration durable de la préservation de la biodiversité et des pêches dans le monde. Je vous remercie de votre attention. Merci Catherine. Merci beaucoup Catherine Vadon pour ce tour du monde des océans et de leurs ressources. On va remonter maintenant à la surface pour écouter Stéphane Offray. Je vous rappelle qu'il est directeur de l'Océarium du Croisic. Il est croisiquais depuis toujours, il est membre du Crédit Maritime et à ce titre, il côtoie de nombreuses professions de la mer. On va écouter sa vision justement des ressources de l'océan et du monde de la pêche et des métiers. En attendant, on sait que le tour du monde synthétique de Catherine peut être complété par la lecture de ses ouvrages. Vous en avez quelques exemplaires à l'entrée. Et je vous invite à vous y plonger parce que franchement, il y a des contenus magnifiques. Merci Catherine. Difficile de passer après Catherine. Ça. Monsieur le maire, monsieur le gouverneur, mesdames, messieurs, bonjour. Donc moi je suis Stéphane Offray, je suis le directeur de l'Océarium, comme l'a mentionné Christophe tout à l'heure. Et je vais vous parler un petit peu de la pêche en France et en Europe, et ma vision un petit peu des choses, parce que moi j'ai eu la chance de vivre au Croisic depuis de nombreuses années. J'ai vu l'évolution de la pêche. Mon père était marailleur, donc marchand de poissons pendant de nombreuses années à la criée du Croisic. Bon, ensuite on a créé l'Océarium. Moi j'ai toujours vécu un petit peu autour du milieu de la mer, autour de la pêche également. Donc j'ai vu un petit peu ces évolutions depuis ces dernières années. Donc l'Europe, malgré une politique de la pêche souvent décriée, a néanmoins favorisé l'avènement d'une pêche plus responsable, imposer des droits de pêche, des quotas, des arrêts biologiques parfois, et a ainsi préservé une ressource qui était en réelle difficulté il y a environ une trentaine d'années. Bien sûr, certaines pêcheries subissent des aléas d'une surpêche qui sévissait il y a déjà quelques années et qui ont toujours du mal à remonter un petit peu la pente, comme le hareng ou la morue. Mais d'autres ont réussi à stabiliser et parfois augmenter leur stock grâce à une meilleure gestion de la ressource. Ces exigences et ces contraintes ont fait que la pêche européenne, après plusieurs crises sévères, a réussi à stabiliser plus ou moins ses flottilles. Nous, ici dans la salle et ici sur le plateau, qui sommes amateurs de poissons, de coquillages et de crustacés, pouvons également participer à la préservation de nos océans, à la pérennité de nos ports de pêche en privilégiant l'achat d'espèces locales, en respectant les tailles minima, ce qui est souvent le cas, et en consommant en fonction de la saisonnalité des apports. Et ça, c'est quelque chose de très très important qu'il va falloir, je pense, développer dans les années futures. Faire prendre conscience aux consommateurs qu'il faut continuer de manger du poisson sauvage, mais en bonne intelligence et donc en respectant notre environnement, c'est aussi l'avenir de la filière pêche. Donc je vais vous donner quelques chiffres, pas trop parce que je ne vais pas trop vous abasourdir de chiffres, mais bon, c'est toujours intéressant de savoir un petit peu ce qui se passe en France et en Europe et de comparer parce qu'on a parfois des idées un peu fausses ou préconçues. Donc la pêche en France, c'est environ 6 000 bateaux, ce qui est relativement peu, c'est 15% de la flottille européenne. Et les emplois, là aussi c'est très très peu, c'est moins de 6 500 pêcheurs. Donc c'est vraiment 6 500 pêcheurs qui génèrent évidemment des emplois induits. On suppose, mais bon, je pense qu'on n'est pas loin de la vérité, qu'un emploi en mer, notamment d'un pêcheur, induit et génère 3 à 4 emplois à terre. Donc c'est quand même une économie relativement importante. L'aquaculture en France, toujours, environ 9 000 emplois. Donc l'aquaculture au niveau du poisson et des coquillages. Les coquillages, donc les huîtres, les moules, etc., qui sont des activités quand même très, très, très importantes au niveau national. Et la transformation du poisson. Par exemple, le port de Boulogne-sur-Mer transforme plus de poissons
grâce que les apports proprement dit du port de pêche. Le port de Boulogne-sur-Mer a énormément développé la transformation du saumon, du cabillaud, etc. Beaucoup d'industries dans le filetage, etc. Et c'est devenu une des places fortes, même en Europe, au niveau de la transformation du poisson. Comparativement, l'Espagne, c'est 29 000 emplois, donc en gros, 29 000, 30 000 pêcheurs, donc en gros 5 à 6 fois plus qu'en France, flottille beaucoup plus importante. L'aquaculture, 6 500 postes, et la transformation, environ une vingtaine de milliers de postes également d'emplois. Alors la pêche en Europe, là aussi, on peut avoir des idées un petit peu. Donc, Catherine nous en a dit quelques mots tout à l'heure. La pêche dans le monde, en fonction des chiffres plus ou moins officiels, on tourne autour de 80 millions ces dernières années. Parce que la pêche illégale, malheureusement, on n'en connaît pas véritablement les chiffres, mais bon, on suppose que c'est autour de 25 millions. Donc la pêche en Europe, c'est 4 millions de tonnes de poissons qui sont pêchés par tous les pays européens. Et l'aquaculture, donc poissons et coquillages, environ 1 500 000 tonnes. Les importations, 5 millions de tonnes. Donc on importe plus de poissons en Europe que l'on en pêche. L'aquaculture, 2 millions de tonnes. Donc on importe également des huîtres, des coquillages, des crustacés, etc., des crevettes. Et la pêche aussi, ça ne représente que... La pêche, ce n'est pas l'industrie, on va dire, l'industrie du tourisme ou l'industrie de aéronautique, etc. C'est 1% du PIB de l'Europe, ce qui est relativement faible. Ça a quand même une certaine importance, mais c'est quand même, il faut, on va dire, relativiser les choses, tout du moins au niveau européen. Donc nous sommes des gros consommateurs en Europe, nous sommes des gros consommateurs de poissons, puisque nous en consommons plus de 9 millions par an, et dont 3 millions de coquillages et crustacés. La pêche est également ce qu'on appelle un secteur primaire, au même titre que l'aquaculture, donc relativement bien subventionné. L'Europe distribue environ un petit milliard d'euros aux différents pays de la communauté européenne chaque année. Et les pays qui pêchent le plus en Europe, il y a aussi des idées un peu fausses, mais moi j'avoue que même en faisant le papier que je vous lis actuellement, j'ai appris des choses. C'est que je pensais que c'était les Espagnols qui étaient les plus gros pêcheurs en Europe. Non, ce ne sont pas les Espagnols, ce sont les Danois. C'est un petit pays, le Danemark, 5 millions d'habitants, mais c'est vraiment le Danemark qui pêche le plus en Europe. Ensuite, ce sont les Espagnols, le Royaume-Uni et la France qui vient en 4e position avec seulement 7% des prises. Les poissons les plus pêchés sont plutôt des poissons, ce qu'on appelle les poissons bleus, des poissons pélagiques. Pélagiques qui signifie entre deux eaux, qui ne vivent pas en surface, qui ne vivent pas en fond, qui vivent entre deux eaux, qui sont plutôt des grands migrateurs. Et les poissons les plus pêchés en Europe sont l'anchois, le maquereau et le hareng. Donc des poissons relativement, on va dire, classiques. La zone la plus pêchée en Europe, c'est la nôtre, c'est ici, c'est ce qu'on appelle la zone Atlantique Nord-Est. Quand vous allez chez votre poissonnier, vous voyez provenance Atlantique NE, Atlantique Nord-Est, c'est ici. Donc c'est la zone la plus pêchée en Europe. Et les ressources en surpêche, parce qu'il y a également de la surpêche en Europe, quoique la réglementation est relativement stricte, sinon une des plus strictes du monde, mais on a quand même de la surpêche. On suppose, les chiffres sont toujours difficiles à quantifier exactement, mais on suppose qu'en Méditerranée, 80% des espèces sont en surpêche. Donc l'effort de pêche est trop fort. Et la Méditerranée est une mer qui se renouvelle relativement peu au niveau de ses eaux, etc. Donc une mer avec une population très importante autour du bassin méditerranéen. L'Atlantique Nord-Est, 47% seulement. Quand même, ça veut dire qu'il y a encore du poisson à pêcher, il y a encore du poisson sauvage sous nos eaux. Alors la gestion d'une pêcherie. Alors, qu'est-ce qu'une pêcherie d'abord ? Une pêcherie, c'est un stock de poissons ciblés. Il existe des pêcheries, mais notamment sur la langoustine, sur le bar, sur la lotte, etc. Qui utilisent plus ou moins certains engins de pêche, pas toujours les mêmes. Parfois, ça peut être le chalut et la ligne, tout ça confondu, et avec une flottille et des navires opérant sur donc un même stock. Donc, on a une flottille importante ici au niveau de la langoustine. La langoustine se pêche, pour ceux qui connaissent un petit peu le milieu de la mer, entre ce qu'on appelle une zone qui s'appelle la Grande Vasière, qui se situe entre Brest et Lisieux. C'est une grande bande de vase qui se situe aux alentours entre 100 mètres et 150 mètres de profondeur
Et la langoustine, ça se pêche, c'est un crustacé, mais qui ne se pêche pas au casier, qui se pêche au chalut. La saison va démarrer dans quelques jours, hein, donc vous allez pouvoir déguster des langoustines, j'espère, à partir de, logiquement, la semaine prochaine. Là, les bateaux sont en train de s'armer. Et donc, ça, c'est une pêcherie très ciblée. Au Croisic, il y a des chalutiers qui se sont vraiment spécialisés, mais le pays Bigoudin aussi, les pêcheurs de l'Orient, se sont vraiment spécialisés sur cette espèce qui est, on va dire, qui, comme toute ressource, aussi, l'année dernière n'était pas une bonne année à langoustine. Cette année, ça le sera peut-être, mais bon, évidemment, ça j'en parlerai un petit peu plus tard, mais bon, les quantités, évidemment, qui sont amenées dans les criées, dans les ports, sont déterminées en amont via les quotas qui sont distribués par Bruxelles. Alors au niveau des pêcheries, donc, les règles, ce sont des règles d'accès aux eaux qui servent à contrôler l'accès des zones de pêche. Des contrôles de pêche aussi qui visent à limiter la capacité de pêche, l'utilisation des navires. Et en Europe, comme je vous le disais, la réglementation est certainement une des plus strictes au monde. Alors c'est vrai qu'il existe des bateaux chinois qui font en gros un petit peu ce qu'ils veulent, parce qu'il n'y a aucune réglementation en Asie ou dans le Pacifique très très au large, mais ici, bon, les bâtiments sont très contrôlés. Il y a des systèmes qui existent, l'AIS bien sûr, mais il y en a d'autres qui contrôlent bien les bateaux. Et puis, bon, c'est vrai que maintenant, là, je pense que et c'est une bonne chose puisque la ressource a eu sur certains stocks a eu quand même des effets. Enfin, la gestion de la ressource, tout du moins, a eu sur certains stocks des effets très très bénéfiques. Et on contrôle également les techniques de pêche, le maillage des un pêcheur professionnel ne fait pas ce qu'il veut, il peut utiliser certains maillages un certain nombre de casiers, un certain nombre de lignes, un certain nombre de kilomètres de filets, un certain maillage, qui lui est autorisé par les autorités, mais il ne peut pas faire absolument ce qu'il veut. Et donc la gestion des pêches, qui sont déterminées aussi par les quotas, s'appuie sur des avis scientifiques afin de garantir l'application équitable et le respect des règles par tous les pêcheurs. Et donc les quotas sont redéfinis chaque année pour la grande majorité des espèces. Pratiquement chaque espèce en Europe est définie par un quota. Et ces quotas sont définis grâce aux apports qui ont été effectués en criée en gros l'année précédente, aux données scientifiques qui ont été faites par des scientifiques du style Ifremer, etc., qui font des traits de chalut, qui quantifient le nombre de poissons qu'ils vont pêcher, les espèces évidemment qu'ils vont pêcher, le recrutement, la taille, la croissance, etc. On met tout ça dans la moulinette, dans les ordinateurs, et ensuite on détermine si les espèces sont plutôt en croissance, ou si certaines espèces sont en diminution, et c'est en général l'avis des scientifiques qui définit les quotas qui seront donnés pour l'année suivante, et l'avis des scientifiques est, dans la grande majorité des cas, suivi par les politiques de Bruxelles. Alors, évidemment, à Bruxelles, il y a aussi un petit peu de pression, il y a aussi les lobbying qui existent, mais dans la grande majorité des cas, les avis des scientifiques sont suivis à Bruxelles, ce qui est une très bonne chose pour la gestion de la ressource. Je vais vous parler un petit peu du Brexit aussi, parce que ça vous en avez entendu parler, notamment à Noël, ça c'était un peu le sujet du moment. Et alors le Brexit, pour quelques chiffres, le Brexit, notamment pour les pêcheurs français, ce sera 25% de quotas en moins, donc dès maintenant, dès l'année 2021, mais l'utilisation des mêmes zones de pêche pendant les 6 prochaines années. Donc ça va jouer surtout sur les quotas. Et les pêcheries qui sont, impactées par le Brexit, ce sont surtout les pêcheries du Nord, les pêcheries normandes, les pêcheries bretonnes, des ports comme le Croisic ou la Turballe. Au Croisic, on a un bateau qui pêche un petit peu dans ces eaux-là, c'est le seul. Autrement, ce seront les ports locaux ont des bateaux qui travaillent un petit peu dans nos eaux, juste en face, ici, entre la Bretagne et puis l'île pour la plupart. Donc l'impact avec le Brexit sera beaucoup plus limité. Les pêcheurs britanniques, eux, possèdent un petit pourcentage des quotas de pêche dans nos eaux. Mais nos voisins anglais sont nettement moins friands de produits de la mer que nous, les continentaux. C'est vrai que les Anglais mangent relativement peu de poissons et on exporte une grande quantité. Pour la France, par exemple, les eaux britanniques représentent 30% des prises des pêcheurs français. Et pour des ports comme Boulogne-sur-Mer, c'est 80%. Boulogne-sur-Mer, il y a des gros bateaux évidemment, mais il y a également des petits filayeurs qui pêchent juste en face. En face, c'est une trentaine de kilomètres pour Calais. Et donc, beaucoup de pêcheurs qui pêchent des poissons plats. Et évidemment, ces poissons-là, dans les 5-6 années à venir, vont être très impactés par l'effet du Brexit.
Alors le consommateur, comme je vous le disais tout à l'heure, mais on avait les mêmes chiffres avec Catherine, donc ça me rassurait. Le consommateur français est un gros mangeur de poissons et de fruits de mer, c'est environ 35 kg par an et par personne. Et la demande est de plus en plus forte. Manger du poisson, c'est bon pour la santé, c'est sain, voilà, ça a beaucoup de vertus, beaucoup de qualités, donc ça c'est une très bonne chose. Mais en Europe, nous en consommons 2 à 3 fois plus que nous n'en pêchons. Donc effectivement, nous faisons appel à de l'importation, nous faisons appel aussi, comme je vais le dire un petit peu plus tard, de la main-d'œuvre étrangère, mais ça c'est un autre sujet. Et je vais vous parler justement un petit peu des métiers de la pêche, parce que bon, voilà, autant il y a quelques années, un fils de pêcheur était invariablement pêcheur lui-même. Ça, ce sont des choses qui sont en train de terriblement changer, comme dans beaucoup de métiers d'ailleurs. Et parce que les métiers de la pêche ne font plus rêver comme avant, sont délaissés un petit peu. Et on risque de constater dans les quelques années à venir vraiment un trou dans les générations. Donc comme je vous le disais, il y a quelques décennies, un fils de pêcheur était automatiquement pêcheur, et c'est loin d'être le cas aujourd'hui. En effet, bon nombre de patrons pêcheurs actuels que je connais, il y en a beaucoup, il y en a environ 60-70% sur le port du Croisic, ont autour d'une cinquantaine d'années. La retraite à la pêche, c'est 55 ans. Ce qui veut dire qu'une grande majorité de ces patrons pêcheurs, dans les 5 ans à venir, ne seront pas remplacés. Ce qui va provoquer quand même une grosse difficulté au niveau des criées, au niveau des apports et donc je pense qu'on aura des difficultés à venir. Il y aura ce qu'on appelle un gap, un trou dans les générations. La génération des 50 ans existe, celle des 35-40 ans qui logiquement est amenée à les remplacer n'existe pas, ou pour ainsi dire pas. Donc dans quelques années, on risque d'avoir des difficultés pour maintenir un petit peu nos ports de pêche en bonne exploitation, etc., et faire pérenniser un petit peu cette activité. Alors, depuis quelques années, on fait également appel évidemment à l'importation, et notamment dans les pêcheurs, sur les bateaux locaux, on fait appel à la main-d'œuvre étrangère, et la main-d'œuvre étrangère sont des gens qui nous viennent du Sénégal, enfin d'Afrique notamment, Sénégal, Côte d'Ivoire, également des Polonais, des pays de l'Est, qui viennent compenser un peu le manque de marins pêcheurs sur nos côtes françaises. Alors l'espoir, c'est peut-être un petit peu la jeune génération. Alors ça, c'est moi qui dis ça, parce que j'ai quand même le sentiment que sur certains ports, voilà, on voit une nouvelle génération apparaître, environ des gens qui sont jeunes, qui ont 25-30 ans, et qui sont attirés par un métier qui est un peu hors norme. Être pêcheur, vous vivez pas dans le même système que les terriens, c'est clair. En général, vous vous levez tôt le matin. Quand je dis tôt le matin, ça peut être de 3h, 4h le matin. Vous vendez aussi en pleine nuit à la criée. Voilà. Après, vous partez en mer, vous n'êtes pas sur le continent, c'est totalement différent. Et je pense que ça attire une certaine jeunesse. Il y a quelque chose d'un petit peu, vous vivez un métier original, et je pense que ça peut attirer une nouvelle génération. Ce qui peut aussi les attirer, c'est pas seulement l'originalité, c'est aussi les rémunérations attractives. Autant la pêche a été, on va dire, mal perçue à une époque. Actuellement, les choses ont beaucoup changé, et être marin-pêcheur ou patron-pêcheur à la pêche peut être quelque chose de très intéressant au niveau de la rémunération. Donc je pense que ça aussi, ça peut déclencher j'ai perdu le nom, mais enfin c'est pas grave. C'est bon. Des motivations. Des vocations, voilà, c'est ça que je cherchais, des vocations. Alors, la nouvelle génération semble donc plus attentive à l'environnement et à l'avenir du milieu marin. Donc, pour bon nombre d'entre eux, la pêche durable utilise, pour bon nombre d'entre eux, une pêche durable utilisant des moyens plus sélectifs, comme le casier ou la ligne, semble plus en adéquation avec leur choix de vie et leur avenir. Le chalut, qui représente quand même une grosse partie de la pêche mondiale. Le chalut, c'est environ 50% de la pêche mondiale. On ne pourra pas la remplacer du jour au lendemain. Le chalut n'est pas une des pêches, on va dire, les plus sélectives, les plus durables qui existent, mais elle est là, et on en a, en tant que consommateur, on l'utilise et on en a encore besoin. Et ne pêcher qu'avec des méthodes de pêche très sélectives, ce sera extrêmement difficile. Ça pourra se faire, mais ça va prendre, on va dire, quelques décennies. Voilà.
Alors tout à l'heure, je vous disais qu'on avait parfois aussi des idées préconçues et des fausses idées sur le monde de la pêche, mais c'est toujours un petit peu le cas. Surtout quand on est terrien, on ne sait pas toujours ce qui se passe. Et voilà, c'est toujours bien de remettre un petit peu les choses en place. Donc les bateaux actuellement sont quand même de plus en plus sûrs. Les accidents du travail sont de moins en moins nombreux. Ça n'a pas été le cas toujours. Être en mer sur un bateau qui bouge énormément, c'est quelque chose de très très délicat. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été réalisés dans ce sens. Le métier n'est pas réservé seulement aux enfants de pêcheurs ou aux gens de la côte. On voit aussi des gens, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, de l'extérieur, qui viennent dans nos régions pour s'initier, même si c'est vraiment pas un métier facile, on va dire, à se former. Mais bon, ça attire quand même de nouvelles vocations. Les bateaux sont aussi de mieux en mieux gérés, comme de véritables entreprises, et ça c'est très très important. Et il y a aussi quelque chose qui a beaucoup changé ces dernières années, c'est le volet social, l'ergonomie à bord des bateaux, les congés payés. Le monde de la pêche était un petit peu à part en tout ce qui est contrat de travail, congés payés, etc. Voilà, maintenant ça se rapproche de plus en plus de tout ce qui se passe dans une entreprise classique. Et puis il y a l'aquaculture aussi qui fait l'objet de quelques idées préconçues. Oui, tout à fait. Alors contrairement à ce qu'on peut imaginer aussi lorsque vous achetez, parce que je pense que vous achetez souvent du poisson chez le poissonnier, parfois, j'entends ça aussi à l'Océarium, mais les gens sont persuadés qu'ils mangent beaucoup de poissons d'élevage, etc. Non, c'est archi faux, notamment en France. Il y a relativement peu de poissons d'élevage en France. En France, on élève en gros, pour faire simple, 3 à 4 poissons d'élevage. Qui sont les plus connus, ce sont le bar, le turbo et la dorade. Un petit peu le saumon, mais le saumon, on l'importe beaucoup plus des pays nordiques, donc de la Norvège, de l'Écosse, de l'Irlande, etc. Donc 3 poissons d'élevage, proprement dit, c'est relativement peu. Mais il faut dire que la France n'est pas vraiment un pays d'aquaculture, et contrario de pays qui sont réputés pour ça, comme la Norvège que je citais, la Thaïlande, le Japon, etc., l'Équateur, et tout simplement pour une question, on va dire, de température. Puisque en France, on est plutôt considéré comme un pays tempéré. Et pour faire de l'aquaculture, il vaut mieux être dans un pays froid ou dans un pays chaud. C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile pour la physiologie du poisson, donc pour sa croissance, et donc pour la rapidité, en fin de compte, à le mettre sur un étal de poissonnier et le vendre, tout simplement. Donc en Norvège, on travaille sur quelques espèces, évidemment le saumon, mais un petit peu le cabillaud également, mais qui sont des espèces qui supportent bien des températures froides avec des plénums de température qui sont relativement limités. C'est-à-dire en gros, en Norvège, vous travaillez entre 8 et 14 degrés pour certaines espèces. Mais vous n'allez pas, entre 8 et 14 degrés, vous n'allez pas élever du bar de la dorade. C'est vraiment fait pour ces espèces nordiques. Et les pays tropicaux vont travailler plutôt sur de la crevette tropicale, sur des poissons, il y en a eu quelques-uns de cités tout à l'heure. Et en France, on est un petit peu entre les deux, trop froid en hiver, trop chaud en été, c'est un petit peu difficile. Et donc pour le bar et la dorade, il vaut mieux faire du bar et la dorade en Méditerranée et faire du turbo en Atlantique. Donc sachant que nous avons quand même des conditions qui sont très très difficiles au niveau environnemental en France, parce que les choses sont comme ça. D'un côté c'est très très bien, de l'autre côté pour faire de l'aquaculture ça l'est beaucoup moins. Et donc il y a des contraintes qui sont quand même relativement strictes pour s'installer au niveau aquaculture en France, que ce soit au niveau des bassins à terre, que ce soit des cages en mer. Et donc on avait une très très bonne technicité en France, on l'a toujours d'ailleurs, mais en général les gens qui ont voulu s'installer, ça a été très 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 difficile pour eux, donc les bons spécialistes français pour la plupart sont partis à l'étranger, beaucoup autour du bassin méditerranéen, en Grèce, en Turquie, etc., en Libye également, et également en Asie. Mais c'est vrai qu'en France, faire de l'aquaculture marine, c'est devenu très 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 difficile. C'est une bonne chose d'avoir des règles environnementales, mais c'est vrai que les aquaculteurs et les pisciculteurs sont maintenant considérés un peu, je dirais pas comme des éleveurs de cochons, mais pas toujours bien perçus par le grand public et par les médias, et c'est très très difficile pour eux. Et les règles aussi, les lois sur l'eau de 2015, etc., ont fait que ces métiers-là maintenant ont beaucoup de difficultés à s'implanter au niveau national. Voilà, donc c'est ce que je disais, donc là, une réglementation qui est très stricte. C'est une bonne chose d'un côté, de l'autre côté, pour les gens qui travaillent
autour autour de l'environnement et via l'environnement, c'est très très difficile. Voilà, vous utilisez le milieu naturel, proche parfois des sites des sites balnéaires, etc. Donc parfois des sites de tourisme, mais c'est toujours un petit peu délicat. Donc pour résumer un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, les poissons d'élevage, il y en a relativement peu. On va parler des 3 ou 4 poissons sur la France, alors que lorsque vous mangez une sole, un maquereau, une lotte, etc., c'est automatiquement un poisson issu du milieu naturel. Et donc l'aquaculture dite industrielle ou à grande échelle, n'ayant pas proposé de nouvelles espèces depuis bien longtemps, hormis peut-être le cabillaud qui sort surtout, mais plutôt dans les pays nordiques, ou le loup. Alors le loup qui n'est pas le bar, le loup nordique est une autre espèce et qui s'élève maintenant aussi un petit peu en Norvège, en Islande, etc. et dans ces pays nordiques. Voilà. Donc alors, en conclusion, je vais être beaucoup moins long que Catherine. En conclusion, le pêcheur a longtemps cru que lui seul connaissait la mer. C'est vrai qu'il en est un des acteurs principaux, mais depuis plusieurs années, le monde scientifique a vu également un grand nombre d'experts n'hésitant pas à bréver les éléments, à aller sur les bateaux de pêche ou enfiler une combinaison de plancher. Le scientifique est redevenu un homme de terrain et du milieu et a réussi un certain rapprochement avec les marins pêcheurs, ce qui n'était pas chose facile il y a quelques dizaines d'années. Les professionnels de la pêche et les scientifiques ont des besoins mutuels et réciproques afin d'obtenir le constat le plus proche possible de la réalité de l'état et de l'avenir du milieu marin. En effet, la mer est et sera toujours un monde difficilement accessible, avec grand nombre de doutes et d'incertitudes. Mais comme sur la terre ferme, les enjeux de demain, même au niveau de la pêche, ne pourront se faire, tout du moins sans un volet sociétal et environnemental. Les pêcheurs s'y préparent, eux qui cueillent les fruits de la Grande Bleue. Mais ils devront également, dans les années futures, en devenir les maraîchers et les gestionnaires. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup Stéphane. Merci Stéphane Offray. Et comme pour Catherine, avec ses ouvrages, on peut compléter ce tour d'horizon aussi en se rendant à l'Océanarium de Croisic, où on peut vraiment admirer tous les poissons des différents bassins océaniques. Merci à vous deux. On va pouvoir maintenant passer à la phase questions, gouverneur. On en avait envisager quelques-unes en attendant que d'autres nous parviennent de la part de la salle ou de ceux qui nous suivent à distance. Tout à l'heure, Catherine a mentionné, et Stéphane aussi, le nom d'aire marine protégée. Est-ce qu'on rappelant en 2-3 mots ce que c'est, et est-ce qu'il y a déjà des résultats? Parce que ça, c'est un concept récent, les aires marines protégées. Oui, sous le terme d'aire marine protégée, en fait, il y a beaucoup de situations différentes. On peut aller d'une zone qui est relativement, où l'exploitation par la pêche, par exemple, est possible, et en même temps, on va protéger cette même zone, mais aussi on peut arriver à des zones qui sont extrêmement protégées. Donc là, c'est la réserve marine qui exclut toute activité humaine. Donc les aires marines protégées, il y en a effectivement de plus en plus dans le monde. Donc on a vu qu'en haute mer, c'est pour l'instant pas possible, mais dans les eaux côtières, il y en a de plus en plus. La plus grande, c'est celle qui se trouve en mer de Corail, en Nouvelle-Calédonie, qui peut-être la plus grande du monde. Et après, il y a la réserve naturelle des terres australes et antarctiques françaises, qui vient d'être augmentée de surface, qui représente des surfaces considérables. Mais là aussi, demeure le problème de la surveillance de ces zones. Plus grandes elles sont, plus ça devient difficile. Et ça, c'est évidemment, on se heurte à cette difficulté. Après, l'ONU souhaiterait ces 30% de zones protégées d'ici 2030, mais on ne peut que, évidemment, le souhaiter et l'applaudir. Mais ça ne met pas tout le monde d'accord. C'est-à-dire que les pêcheurs ne sont pas toujours convaincus de devoir laisser au renouvellement de la ressource tant de surface, tant de volume disponible, et ça se comprend aussi. Donc ce sont des enjeux l'utilisation de l'eau, c'est toujours pareil, qui peut être très contradictoire avec des enjeux qui peuvent être antagonistes. Et c'est évidemment la grande question, mais évidemment, on ne
peut que le souhaiter et s'en réjouir quand elles sont créées. Parce que les activités humaines, ils ne sont pas forcément interdites, c'est en fonction de l'état, de la ressource, de la zone concernée, c'est ça? Tout à fait. Les activités comme la pêche ne sont pas interdites, évidemment avec des méthodes beaucoup plus sélectives que ce que peuvent être dans les milieux classiques. Mais non, elles ne sont pas interdites du tout. Mais certes, les aires marines protégées ont une certaine autonomie également. En général, voilà, ça se passe beaucoup au niveau de la région. Et elles ont certaines autonomie au niveau de la pêche, au niveau des activités aussi nautiques, au niveau de la plongée sous-marine. Et donc, elles ont des mesures relativement différentes les unes des autres en fonction de la mer Léroise ou l'aire marine protégée de Banyuls, par exemple. Et donc, ce qui est une très bonne chose aussi, parce que les contextes sont différents, les efforts de pêche sont différents aussi, et donc, voilà. D'accord. Est-ce que, alors on a eu un portrait des océans et des ressources parfois inquiétant, hein, notamment sur le Pacifique ou en Asie. Est-ce que néanmoins il y a des motifs de satisfaction, il y a des zones dans le monde où on peut se réjouir soit d'initiatives, soit de connaissances, de découvertes? Voilà, il faut rester positif. Il y a aussi on a des moyens de se réjouir dans certaines zones. Alors, c'est toujours plus facile en Europe, je pense, parce que il y a une certaine, on va dire, conscience collective au niveau de l'environnement qui est devenue importante, hein, et c'est une très bonne chose. C'est pas tout à fait le cas dans certains pays du tiers-monde, notamment en Afrique ou en Asie, où vraiment la priorité c'est de se nourrir. Donc on n'a pas du tout les mêmes priorités. Mais je pense que oui, de toute façon, il y a une prise de conscience globale qui est plus ou moins forte en fonction des aspirations. Et c'est une très très bonne chose. Je pense que oui, en Europe, il y a des moyens de survie. La ressource, il faut toujours dire que la ressource dans la nature, c'est toujours fluctuant. C'est pour ça que je disais toujours, tout à l'heure, on a toujours des doutes et des incertitudes, pardon. Je peux peut-être enlever mon masque, mais bon. On a toujours des doutes et des incertitudes parce que voilà, tout ce qui se passe en mer, c'est toujours très très difficile. Par exemple, vous faites un trait de chalut aujourd'hui à un point GPS X, vous en refaites un dans une dizaine de jours, il sera totalement différent. Pour qui, pourquoi? Est-ce que les poissons ont été pêchés par un autre pêcheur? Est-ce que les poissons ont été mangés par un prédateur? Par un mammifère? Est-ce que les poissons sont morts de leur belle mort? C'est extrêmement difficile de déterminer tout ça. La mer, c'est un milieu un peu inaccessible et qu'il le restera longtemps. Alors que sur la terre ferme, si vous voulez faire des comptages d'oiseaux, de mammifères, etc., de reptiles, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. La mer, dans tous les niveaux, c'est toujours très, très difficile. Donc, on a des doutes. Évidemment, on a des données scientifiques, etc. Et on essaie de mouliner tout ça et on essaie d'avoir une idée la plus précise possible, mais toujours se dire que la mer, la ressource dans le milieu naturel, elle est toujours très fluctuante. Un exemple récent, c'est la langouste. La langouste, c'est un animal très commun. Alors moi, j'ai connu ça quand j'étais gamin. Je nageais dans les langoustes jusqu'aux genoux. Mon père vendait des langoustes. Dans les années 70, il y avait énormément de langoustes. Et il y a eu une raréfaction des langoustes, mais ça a duré 40 ans. Et on revoit des langoustes depuis 2 ou 3 ans sur toutes les côtes bretonnes. On m'a même appelé pas plus tard que cette semaine parce que l'éco-garde de la Turowa dit tiens, on a pêché une langouste dans la baie de la Turowa. Je dis oui, c'est exceptionnel. Oui, mais moi je savais depuis 2-3 ans que voilà, ça revient en Bretagne, on en voit de plus en plus. Alors elles sont encore de petite taille, c'est surtout des langoustes qui ont en gros 3-4 ans, qui ont à peine atteint la taille marchande. Mais voilà, donc il n'y a jamais, à ma connaissance, une extinction complète d'une espèce dans le milieu marin. Chose qu'on peut rencontrer sur la terre ferme. Mais ça reste quand même un mystère, ce retour de la langouste. Quelques années avant de remonter, il y a des espèces qui sont très fluctuantes, comme l'araignée, par exemple, des choses comme ça. Parfois, ça mettra des décennies avant de remonter. Et c'est un petit peu là la difficulté aussi sur certaines espèces. Voilà, la remontée, on va dire, de la pente se fait très 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 lentement pour plein de raisons que je ne vais pas expliquer là parce qu'elles sont un peu complexes. Mais voilà, mais toujours se dire que la ressource est toujours très fluctuant et que voilà, on peut avoir un doute en se disant il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela. Oui, mais un jour ou l'autre ça va revenir, etc. Ce qu'il faut, c'est bien gérer la pression de la ressource, la pression de la pêche. Alors justement, est-ce que après toutes ces explications, est-ce que nous, alors on est parents, grands-parents, plaisanciers, consommateurs, est-ce qu'on peut faire concrètement quelque chose au quotidien ou de temps en temps? Alors oui, sûrement. Et compte tenu de ce qu'a dit Stéphane, c'est vrai qu'au moins dans nos pays, au moins européens, on a quand même une prise de conscience, je trouve, qui se développe avec tous ces médias qui nous expliquent les thèmes là, qui ont été abordés aujourd'hui. Je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience qui se développe. Et ça, c'est une bonne chose. Bon, c'est encore une fois, le monde de la pêche est très disparate dans le monde. On l'a bien vu, c'est vraiment des situations économiques
sociales, etc., qui sont extrêmement différentes, mais il y a quand même effectivement se distille, au moins dans nos pays, cette prise de conscience que l'horizon n'est pas l'horizon d'une fin, n'est malheureusement pas inenvisageable. Et au niveau du consommateur, c'est vrai que le consommateur lui-même, il est capable d'avoir en fait une force énorme par rapport sur le fait d'accepter ou pas, de consommer ou pas ce qui lui est proposé. Et après, c'est cette prise de conscience qui va mieux mener le citoyen à se diriger à acheter une espèce et pas une autre. Et je pense qu'il faut essayer de s'efforcer de privilégier des poissons des pêches côtières qui sont enfin, je veux dire, précautionneuses de la ressource. Je pense au bar de ligne, par exemple. Bon, le prix n'est pas aussi le même que sur des poissons qui sont pêchés en plus grande quantité avec des engins plus puissants. Mais voilà, cette prise de conscience, elle est pour chacun de nous de faire attention à ce qu'on achète, ce que l'on mange. De même que, par exemple, pour les légumes, il y a quand même beaucoup plus de personnes qui maintenant se tournent vers le bio parce que on se dit que c'est plus de qualité, parce que voilà, c'est le fait d'être un peu plus attentif à ce qu'on achète et être plus aller vers ce qui est précautionneux. Et si le consommateur se décide à vraiment boycotter certains, par exemple le poisson empereur, ou ces poissons-là pêchés très profonds, dont on a compris qu'ils ont une vie très très lente, etc. Je pense que ça, c'est voilà, d'où l'importance énorme de l'éducation, de la connaissance, à diffuser. S'informer et agir en fonction. Oui, Stéphane ? Je pense que les pêcheurs, les poissonniers également ont un rôle pédagogique. Le consommateur, il connaît quelques petites choses, mais c'est vrai que le milieu marin, il est relativement peu connu. Nous, on le voit aussi un peu grâce à nos visiteurs. Les gens sont en demande un petit peu d'explications parce que c'est pas leur milieu. Voilà, il y a une demande à ce niveau-là. Et je pense que les poissonniers peuvent aussi travailler dans ce sens, en fin de compte, à travailler également sur la saisonnalité, hein, comme les fruits et les légumes. Certaines espèces, à certaines époques, non, c'est pas la meilleure période pour les pêcher, pour les consommer. Donc je pense que là aussi, notamment les marailleurs et les poissonniers peuvent travailler en éduquant un petit peu les consommateurs. Et du côté des marins-pêcheurs ou des élevages marins, est-ce qu'il y a aussi matière à agir ? Oui, inévitablement, là aussi il y a une prise de conscience parce que je veux dire, les gens sont pas, voilà, ils écoutent aussi les informations, ils écoutent les médias, ils savent ce qui se passe, ils sentent aussi que il y a un changement aussi de mentalité au niveau des consommateurs. Je pense que les gens sont plus sensibles à l'environnement, à ce qu'ils vont consommer, etc. Et c'est de toute façon, et les pêcheurs ne peuvent pas en faire fi, ils sont obligés évidemment d'aller également dans ce sens-là. Donc je pense que beaucoup ont compris ce phénomène-là et je pense que les choses iront de mieux en mieux dans l'avenir. Gouverneur, est-ce que vous avez une question pour nos conférenciers ? Oh ben oui, bien sûr. Alors, cette question s'adresse peut-être à vous, Madame Badon, Catherine. L'effet du réchauffement climatique a en réalité des conséquences qui sont simples, c'est l'augmentation de température des océans de manière générale. Est-ce que cette augmentation a une influence, selon vous, sur les courants marins et en particulier leur trajectoire, et avec évidemment toutes les conséquences possibles ? Alors ça, c'est un problème qui est très complexe. Pourquoi très complexe ? Parce que nos connaissances, je pense qu'il faut beaucoup d'humilité par rapport à tout ce qui est science océanique. Nos connaissances sont, malgré toutes ces données qu'on arrive à acquérir, qu'on a acquis depuis des années, nos connaissances, elles restent assez faibles. Et ce réchauffement climatique, c'est une machine qui est en route. Hein. Enfin, je pense là, il s'agit maintenant de l'atténuer. Ces conséquences, je pense, sont largement méconnues encore. Et donc, vraiment beaucoup d'humilité par rapport à tous ces peut-être ces scénarios, certains catastrophiques qui seraient à venir. Mais oui, certains parlent effectivement de cette... l'océan, c'est une immense machine thermique.
Et c'est vrai que si on commence à modifier des équilibres par un jeu de température, les courants, effectivement, pourraient peut-être venir à se modifier. Et là on tomberait facilement dans un film catastrophe. C'est vrai que... Et voilà d'où l'importance, je pense, et ça vraiment j'insiste beaucoup sur l'importance de la recherche scientifique aujourd'hui, qui doit être vraiment approfondie, parce que vous voyez, 20% des fonds qui ne sont pas cartographiés, des millions d'espèces qui vont être découvertes, dont on n'a même pas la moindre idée. Le Tara Expédition a étudié dans l'Arctique le plancton marin, mais ça a été leurs études ont été une vraie révélation. On a compris à quel point les bactéries, les virus étaient présents, en particulier en Antarctique, et ce qui remet en cause les connaissances qu'on avait sur les écosystèmes, l'équilibre des écosystèmes. Donc voilà, il s'agit vraiment de rester très très attentif et de poursuivre toutes ces recherches océanographiques. Voilà, je ne sais pas, gouverneur, est-ce qu'on est dans les temps déjà pour... Alors nous sommes parfaitement dans les temps. Je peux même poser d'autres questions si vous voulez. Et je crois qu'elle s'adresse encore à Madame Badon. L'acidification des océans, vous l'avez abordé. C'est un problème là aussi qui est pas simple. Mais on a pu lire que cette acidification avait des conséquences sur les espèces même poissons, c'est-à-dire toute cette partie de cartilage qu'ils peuvent avoir. Est-ce qu'on a une idée un peu plus précise des conséquences de l'acidification? Alors sur l'os ou le cartilage des poissons, pas à ma connaissance, mais par contre sur leur nourriture. C'est-à-dire qu'une grande partie du phytoplancton, plancton végétal et diatomée, qui sont constitués d'un test calcaire. Donc si ce test calcaire, du fait de l'acidification de l'eau, venait à devenir plus friable, je parlais aussi des problèmes du corail qui n'arrive plus à faire son squelette, ou les coquillages, leurs coquilles, là évidemment ça va effectivement induire des conséquences sur l'alimentation des poissons. Voilà, ça serait plus à ce niveau-là. Mais là aussi, ça reste vraiment à surveiller. Alors, c'est pas non plus une acidification totale de toutes les eaux de l'océan, mais c'est localement, effectivement, certaines mesures montrent un pH qui, effectivement, diminue. Stéphane a aussi un élément de réponse. C'est quelque chose sur l'acidification, parce que moi, c'est un sujet que j'ai entendu pour la première fois il y a en gros une douzaine d'années. Et honnêtement, j'y croyais pas trop. Tout du moins, je me disais, bon, ça c'est à horizon 2050, je suis pas sûr qu'on le verra nous. Et voilà, j'étais assez sceptique. C'était pourtant un de mes collègues bien connus de Monaco qui nous avait fait un papier là-dessus. Et à l'époque, moi, j'étais un peu dubitatif. Et je dis, non, c'est pas possible. Et en fin de compte, voilà, j'ai commencé à avoir quelques données assez précises, mais notamment en Europe aussi. Et ça, c'est il y a très très peu de temps. Comme quoi, en fin de compte, dans la lagune de Venise, même en Galice, etc. Là, on commence à avoir des problèmes d'acidification. C'est-à-dire que le pH, il a baissé beaucoup plus rapidement que prévu. Et je pense qu'en fin de compte, les problèmes environnementaux qu'on va rencontrer, on les voyait un petit peu à horizon 2050, etc., 2100. Et je pense que malheureusement, on va s'en apercevoir beaucoup plus rapidement que prévu. Et donc, la baisse de pH, moi aussi, je voyais ça dans certains pays, mais pas chez nous. Et en fin de compte, si, même en Europe, on commence à en voir, la production de palourdes, notamment dans la lagune de Venise, est en train de tomber drastiquement, puisque le pH est trop bas. Et donc, les larves n'arrivent pas à trouver suffisamment de calcaire, de calcium dans l'eau pour fabriquer leurs coquilles. Un petit peu la même chose en Galice. Et ça, c'est en 2020. Donc voilà, c'est maintenant. J'ai une question. Moi, ici, dans le territoire, on a un pôle de recherche sur les microalgues à Saint-Nazaire, à Serra, qui a une entreprise qui est spécialisée depuis plusieurs décennies maintenant dans le potentiel des microalgues, que ce soit pour la cosmétique, mais aussi en ressources énergétiques. Est-ce que ça, dans les ressources de l'océan, c'est quelque chose qui est envisageable? Quel est le potentiel? Est-ce qu'on a déjà déterminé le potentiel de ces microalgues? Le potentiel, il est encore à déterminer. On travaille depuis quelques dizaines d'années, effectivement, il y a énormément de choses encore à déterminer. Donc c'est vrai que ces entreprises-là travaillent beaucoup pour la pharmacologie, pour
j'ai perdu le nom aussi, mais vous avez... Pour la cosmétique ? Voilà, pour la cosmétique. Et donc, on sait qu'il y a des produits très très intéressants pour la santé également, hein, la santé humaine. Mais je pense qu'il y a énormément de choses encore à développer. Au niveau microalgues, en gros, on en cultive une petite centaine d'espèces en France, je pense, ou au niveau européen, et encore, j'en suis pas sûr, peut-être un petit peu moins, à une échelle relativement importante. Il en existe plusieurs milliers d'espèces dans le monde. Donc il y a énormément de travail à réaliser à ce niveau-là. On n'en est que au balbutiement. Le plus connu, c'est peut-être la spiruline dont on parle ? Oui, la spiruline, oui, bien sûr, qui est aussi très bonne pour la santé. On en vend dans tous vos magasins de ce nom. Mais la spiruline, il y a également les algues à forte concentration. Hein. Il y en a plusieurs dizaines que nous, par exemple, on utilise également, que ce soit pour nos coquillages et qui sont utilisés énormément, notamment dans la cosmétique. On en a parlé aussi comme carburant. Est-ce que c'est vrai, Catherine ? Le biocarburant. Ça, c'est vrai que c'est des idées, il y a quelques années surtout, qui étaient très développées. Mais je ne sais pas si je me trompe pas. Si je ne me trompe pas, c'est quelque chose qui est moins en vue. Moins en vue maintenant, ouais. Il nous faut tellement de quantités extraordinaires à fabriquer ça demande du temps, c'est un petit peu compliqué techniquement. Ouais. Donc voilà, je pense que nous, on aurait beaucoup de difficultés pour en produire en grande quantité. Et surtout pour nourrir l'humanité. Gouverneur, au niveau du chronomètre, est-ce qu'on on a respecté Oui, parfaitement. le protocole ? Même s'il y a d'autres questions, vous pouvez encore, on peut s'autoriser 5 à 10 minutes. Une dernière, même si on est au tout début de l'ère en France, et notamment sur le littoral français, des champs éoliens marins. Est-ce que, où on en est là-dessus ? Est-ce qu'il y a des connaissances ? On parle beaucoup des emplois créés, de la relance économique, etc. Ça, c'est le côté terrestre. Mais du côté marin, est-ce que, quelles connaissances on a sur ces champs éoliens qui ont commencé à fleurir en Europe du Nord, mais qui arrivent chez nous en ce moment, mais notamment au large du Croisic ? Alors par rapport à ces éoliennes offshore, je pense déjà le problème n'est pas du tout le même au niveau environnemental en terrestre et en offshore, bien sûr, parce qu'on l'a compris, on est sur un milieu qui est l'océan avec toutes ses caractéristiques propres. Pour l'instant, au moins sur nos côtes européennes, les éoliennes qui ont été installées l'ont été en mer du Nord, en fait, donc dans des milieux qui sont très déjà éloignés des côtes, sur des milieux qui sont, d'un point de vue biologique, pas extraordinairement riches. Et là, on s'apprête à construire un certain nombre de champs industriels tout le long de la côte atlantique, ouest Atlantique. Ces éoliennes dont on nous parle, ce sont c'est grand, c'est vraiment des édifices qui sont de grande taille. On parle de la taille la tour Montparnasse pour certaines d'entre elles. Donc il va falloir les faire tenir debout, donc il va falloir les enroqueter, il va falloir les stabiliser, etc. C'est pas neutre en tout cas. Donc c'est pas neutre. Et donc disons qu'on peut se poser, en tant qu'océanographe particulièrement, un certain nombre de questions par rapport à ces édifications. On va se trouver à quelques kilomètres des côtes, tout le long de cette côte atlantique. Et comme on l'a vu, on insistait déjà sur le fait qu'on ne connaît pas bien les facteurs qui régissent la vie dans l'océan. Donc on se pose des questions. Donc quel va être l'impact de ces grosses constructions, pas très loin des côtes, par rapport à la vie marine, par rapport à la vie fixée, parce que quand on va faire des travaux, ça a des conséquences, bien sûr, sur la vie fixée, les algues, toutes les gorgones qui vivent sur les tombants. On peut se demander aussi comment vont réagir les poissons. En fait, c'est très difficile de prévoir parce qu'on n'a pas d'exemple pour l'instant encore existant. Donc on peut se demander est-ce que les poissons, vu que si cette faune fixée est en danger, qu'est-ce que vont faire les poissons ? On peut se demander. Est-ce que les cétacés viendront de la même façon ? Est-ce qu'au niveau des oiseaux, toute la côte ouest atlantique se trouve sur la voie de migration ouest européenne d'un certain nombre d'oiseaux
qui nous arrivent en automne depuis la Sibérie, l'Arctique, qui viennent hiverner sur nos côtes. Comment toutes ces populations, les bernaches, ici, Cravant, sur la presqu'île, c'est 8000 bestioles qui s'installent sur notre presqu'île de Guérande pendant l'hiver. On a aussi des barges, enfin on a énormément d'oiseaux. Donc comment ces oiseaux vont réellement réagir? Mais c'est des questions. Oui, ici il y a le plateau de Guérande. Chaque site est différent, parce qu'il y aura l'île Dieu-Noirmoutier, c'est encore différent. Voilà, la baie de Saint-Brieuc et sa coquille Saint-Jacques aussi. Et la coquille Saint-Jacques. Donc c'est une suite de questions, parce que dans la mesure où on n'a pas de référence en fait par rapport à ces constructions. Donc voilà, un avenir industriel et environnemental à surveiller, en tout cas, gouverneur, pour justement des ressources durables en océan Atlantique, en Manche, en mer du Nord.